Voilà, mesdames, messieurs, bonsoir. Bienvenue au sein du RHNE pour ce nouveau jeudi du RHNE. Mon nom est Gérald Bron. Je suis directeur des ressources humaines du RHNE. Je vous souhaite au nom du Collège des directions la plus cordiale des bienvenues ce soir pour cette conférence qui est également retransmise en direct sur notre page Facebook. Ce soir, nous vous invitons à réfléchir à une question essentielle et si un jour c'était vous. La personne greffée ou celle dont la décision permet à d'autres de vivre. Le don d'organes soulève en effet des questions importantes, essentielles, sociétales, que tout un chacun devrait également se poser. Chaque année, en Suisse, plus de 1200 personnes attendent une greffe. Pour beaucoup d'entre elles, c'est la seule chance de survie. En 2024, 522 transplantations ont pu être réalisées, mais 73 personnes sont malheureusement décédées, faute d'avoir reçu un organe à temps. Ici, au RHNE, 2 à 3 dons effectifs sont réalisés chaque année. Chacun d'eux sauve plusieurs vies. Dès 2027, notre pays franchira une étape importante avec l'introduction du consentement présumé. Toute personne décédée sera considérée comme donneuse d'organes, sauf si elle a exprimé formellement son opposition. Cette évolution, acceptée en votation en 2022, s'accompagnera de la mise en place d'un registre national sécurisé. Pour mieux comprendre ce que ce changement de loi implique, nos intervenantes vous présenteront le déroulement du don d'organes ainsi que ses dimensions humaines, médicales et légales. Elles répondront également à vos questions afin que chacune et chacun puisse se forger sa propre opinion et je vous les présente brièvement. Madame Marie-Pierre Chambé-Cousin, Madame Émilie Truffat-Dripon, qui sont coordinatrices du don d'organes, la docteure Marie-Ève Brunner, médecin-chef adjointe aux soins intensifs et co-référente du don d'organes. Et nous aurons également la chance d'entendre le témoignage de Madame Véronica Racine, qui a bénéficié de 2 greffes rénales. Au terme de leur présentation, il y aura bien entendu, et comme d'habitude, une partie réservée aux questions-réponses, puis un apéritif pour prolonger les échanges. Voilà, je vous souhaite d'ores et déjà une bonne conférence. Donc, je m'appelle Émilie Truffat-Driépon, je suis infirmière experte aux soins intensifs et également coordinatrice locale de don d'organes et de tissus au RHNE. Et puis donc, alors pourquoi un don d'organes? Parce que le don d'organes permet à une personne de donner de son vivant ou bien après sa mort un ou des organes ou encore des tissus pour permettre à des personnes gravement malades de vivre ou de mieux vivre. Et d'ailleurs, nous avons donc la chance d'accueillir Véronica qui nous partagera son expérience à la fin de cette présentation. Alors, il y a souvent confusion entre le don d'organes et le don du corps à la science. Toutefois, ce n'est pas la même chose. Et en fait, le don du corps à la science, c'est lorsque l'on met à disposition pour l'enseignement médical, à des fins de formation pour les étudiants en médecine, mais également pour compléter les formations chirurgicales, notamment lors de nouvelles techniques opératoires. Du coup, le corps, il est conservé et utilisé pendant plusieurs mois. Et puis donc, il n'y a pas de restitution du corps aux proches. À noter que du coup, le don d'organes et le don du corps à la science sont compatibles. Mais c'est 2 choses différentes. Et pour le don du corps à la science, il y a nécessité de signer un contrat préalable avec une unité d'anatomopathologie. Alors, il existe un cadre légal. La loi sur la transplantation de 2007 régit en fait toute la médecine de transplantation. Il y a comme mission d'uniformiser les pratiques cantonales et les procédures, d'uniformiser également les règles d'attribution des organes, de veiller à la protection de la dignité et la santé de l'être humain, et puis également de former un personnel dédié à la transplantation, donc comme les coordinateurs de prélèvement et de transplantation, et aussi d'informer la population via les médias, les réseaux sociaux. La médecine de transplantation, elle repose sur 6 principes fondamentaux qui sont l'anonymat, l'équité, la gratuité, l'interdiction de commerce, la non-nécessité d'un lien de parenté entre le donneur et le receveur. Pardon, du coup, je vais devoir... Alors du coup, il m'en manquait un. Le 6e principe, c'est le consentement explicite. C'est toujours le cas pour l'instant, mais vous verrez que ça va changer prochainement. On y revient après.
Donc, au niveau de la Suisse, la médecine de transplantation est organisée sur 3 niveaux, au niveau national, régional et local. Donc, au niveau national, c'est l'Office fédéral de la santé publique qui a mandaté la Fondation Swiss Transplant pour coordonner toute la médecine de transplantation. Donc, Swiss Transplant a pour mission de promouvoir et de soutenir la collaboration entre les différents régionaux. Au niveau régional, donc, il y a 5 réseaux. Ces réseaux ont pour mission de répartir les tâches et les ressources entre l'hôpital central du réseau et les hôpitaux périphériques. Nous appartenons au réseau PLDO, le programme latin don d'organes. C'est en fait le réseau qui est sur les cantons romans. Et puis, juste à titre d'information, c'est un réseau qui est très actif puisque en 2024, 45% des donneurs détectés l'ont été au sein du PLDO. Et puis donc au niveau local, il y a plusieurs hôpitaux, chacun a des missions spécifiques. Tous ont comme mission commune de faire de la détection, c'est-à-dire d'identifier les donneurs potentiels. Et puis parmi ces hôpitaux de détection, il y en a aussi qui font du prélèvement. C'est le cas du RHNE. Donc on va identifier les donneurs potentiels, mais on va aussi pouvoir aller jusqu'au prélèvement d'organes quand il y a un consentement au don. Parmi ceux-là, il y en a aussi qui font de la transplantation, et c'est les hôpitaux universitaires, donc à Lausanne et puis à Genève. Donc juste pour vous représenter un petit peu notre réseau régional, donc le PLDO, qui est en jaune sur la carte, si ce n'est que historiquement il y avait le Tessin avec nous, et puis ils ont rejoint cette année en fait le réseau de Lucerne pour des raisons de proximité géographique. Voilà, et puis c'était pour vous montrer du coup le PLDO. Donc, quels organes on peut donner? Il y a du coup le cœur, les poumons, le foie qui peut être partagé en 2 parties, le pancréas, l'intestin grêle et les reins. Donc en tout, un donneur décédé peut sauver jusqu'à 9 vies. En réalité, en moyenne, sur 2024, un donneur décédé a donné entre 2 et 3 organes. Donc 2 à 3 vies sauvées. Quelques chiffres encore, sur 2024, il y a eu 2116 personnes inscrites sur liste d'attente, 637 transplantations, puis vous avez un peu les détails par organe en dessous. Malheureusement, 75 personnes sont décédées faute d'un don. Donc, comme on vient de le voir, le nombre de personnes sur liste d'attente est supérieur au nombre de dons. Donc forcément, il y a un temps d'attente. Et le temps d'attente moyen pour des personnes qui ont besoin d'un rein, il est de plus de 3 ans. Il est entre 1 et 2 ans pour des personnes qui attendent un pancréas, un foie ou un cœur, et puis moins d'1 année pour des poumons. Et c'est aussi pour cette raison qu'il y a des critères bien spécifiques qui sont établis pour pouvoir établir une liste de priorité pour les receveurs. Donc comment ça se passe concrètement? Tout d'abord, le patient va arriver aux urgences dans un état critique. Puis bien sûr, le premier but, c'est de lui sauver la vie. Donc on va mettre en place des médicaments, des thérapeutiques, des moyens de suppléance pour essayer de le sauver. Et puis il y aura une phase aussi d'attente, d'évaluation pour voir comment le patient répond à tout ça. Et puis donc toujours avec le but de lui sauver la vie. Malheureusement, il arrive que malgré tous les médicaments et les thérapeutiques mis en place, on soit face à une impasse. Et c'est à ce moment-là qu'on va se poser la question du don. Donc il existe différents types de donneurs. Donc il y a le donneur vivant. Donc ça, on va pas en parler parce que c'est des patients qui sont pas pris en charge au RHNE. Ça se passe en universitaire et c'est plutôt une démarche volontaire, souvent pour un proche. Donc voilà, on va le mettre de côté pour l'instant. Et puis après, il y a 2 autres types de donneurs qui sont des donneurs décédés. Donc donneurs décédés après une mort cérébrale. Donc là, le cerveau est mort, mais le cœur continue de battre parce que c'est des patients qui sont aux soins intensifs, qui ont des médicaments qui permettent de maintenir le cœur, la tension, et puis qui sont assistés avec des machines. Donc c'est le type de patients qui sont pris en charge au RHNE à l'heure actuelle. Il existe un deuxième type de donneurs décédés, c'est des donneurs décédés après arrêt cardio-circulatoire. Je ne vais pas rentrer dans les détails puisque Marie-Ève va vous en parler par la suite. Mais voilà, sachez qu'il y a un deuxième type de donneurs qui ne sont pas pris en charge à l'heure actuelle au RHNE.
Donc comment on sait quelles pathologies vont mener possiblement à un donneur, en fait, à un don d'organes? C'est des patients qui vont avoir une lésion ou une maladie primaire du cerveau. Donc ça va être une hémorragie cérébrale, par exemple, avec donc un saignement massif au niveau du cerveau, un AVC, tout ce qui est trauma cérébral, et puis également des personnes qui vont faire un arrêt cardio-circulatoire et donc entraîner une anoxie cérébrale. L'anoxie cérébrale, c'est lorsque le cerveau a été privé d'oxygène trop longtemps et puis que du coup, les cellules du cerveau meurent. Ensuite, on va regarder s'il y a des contre-indications. Donc, il y a des contre-indications médicales absolues qui sont finalement peu nombreuses. C'est les infections systémiques graves, donc une infection généralisée du corps. Certaines maladies dégénératives du système nerveux central, comme le virus de la rage, des maladies à prions aussi, comme la maladie de la vache folle. Mais vous voyez par exemple que l'âge ne fait pas partie des contre-indications. Il existe quelques contre-indications relatives, mais elles ne nous empêchent pas forcément d'aller au don. Là, on va interroger Swiss Transplant et c'est eux qui vont nous dire si oui ou non on peut aller jusqu'au don ou pas. Donc ensuite, on va devoir évaluer si le patient est en mort cérébrale, puisque c'est la condition pour devenir donneur. Et la mort cérébrale, c'est une défaillance permanente du cerveau et du tronc cérébral. Le tronc cérébral, en fait, il permet de gérer l'automatisme de la respiration. Donc, par exemple, quand vous êtes en apnée sous l'eau, puis que vous tenez trop longtemps, au bout d'un moment, vous avez besoin de respirer. C'est le tronc cérébral qui gère ça. Donc, voilà, c'est différent d'un coma. Et donc, il faut qu'il y ait ces conditions-là pour qu'on soit en mort cérébrale. Donc, quand il y a une mort cérébrale, la personne, elle ne peut plus vivre, elle ne peut plus respirer, son cerveau est mort. Et en fait, on peut la maintenir en vie encore quelques heures, voire quelques jours, mais grâce au traitement des soins intensifs. Si les soins intensifs s'arrêtent, le cœur s'arrête. Donc on va faire le diagnostic de mort cérébrale. Ce diagnostic, il est fait par 2 médecins qui sont formés pour ça. Ils vont devoir du coup tester les réflexes, enfin, l'absence de réflexes. Ces réflexes correspondent à chacun à une structure du cerveau. Et en fait, si tous ces réflexes sont absents, on va en déduire que le patient est décédé, qu'il est en mort cérébrale. Si toutefois, pour une raison lambda, on ne peut pas évaluer un de ces tests, on fera une imagerie type IRM ou scanner pour diagnostiquer la mort cérébrale. Et puis, je vais laisser la suite à ma collègue. Voilà, je m'appelle Marie-Pierre Chambé-Cousin, je suis la collègue d'Émilie au sein de la coordination locale de dons de tissus et d'organes du RHNE. Je suis aussi certifiée en soins intensifs. Qu'est-ce qui se passe alors quand le patient est déclaré décédé? On va continuer les soins qui permettent le bon fonctionnement de ses organes et on va aussi approcher la famille. Son certificat de décès est donc fait au moment du test de mort cérébrale et il nous faut maintenant viser la famille pour qu'elle puisse être au courant de ce qui s'est passé. C'est un entretien souvent qui est très, très émotionnel, où il y a énormément d'expressions d'émotions toutes diverses, qui sont toujours quelque chose de normal quand un être humain subit un stress intense. Ça peut aller de la sidération, ça peut être de la peur, ça peut être de la culpabilité, de la tristesse, de l'agitation. Toutes ces émotions, on est formé pour les accueillir, on est à l'écoute, on laisse la famille et les proches faire leur processus de deuil, mais malheureusement, on a cette mauvaise nouvelle. Et au fond de cet entretien, on donne un rendez-vous pour un second entretien. Et dans ce second entretien, entre les deux, il y aura un petit temps où ils auront pu avaler un petit peu la couleuvre. Mais pendant ce deuxième entretien, on va aborder ce qui est du don d'organes. Alors, on va regarder s'il avait une carte ou s'il avait exprimé sa volonté de manière orale devant eux ou si éventuellement il avait des directives anticipées. Malheureusement, bien souvent, le cas est qu'on ne sait pas. La famille ne sait pas non plus. Et à ce moment-là, on est obligé de rechercher sa volonté présumée avec les proches, en discutant. Cette décision est toujours liée au respect de la volonté de la personne qui ne peut plus s'exprimer.
Justement, pardon, je me suis trompée. L'important, c'est vraiment d'en avoir parlé avant. Vous imaginez bien que prendre une famille en deuil et poser la question, malheureusement, qui est difficile, de savoir si la personne était ou non donneuse d'organes, c'est quelque chose qu'il faut vraiment, vraiment pouvoir discuter avant, parce que la famille, c'est hyper difficile pour eux, dans un moment de tempête émotionnelle, de réfléchir, d'avoir les idées claires et de pouvoir prendre la décision la plus adéquate. Une enquête qui avait été mandatée par Suisse Transplant en 2015 auprès de Demoscope avait démontré qu'en fait 91% de la population suisse est pour le don d'organes. Ah oui, c'est très bien, le don d'organes, bien sûr, c'est quelque chose de très bien. Mais quand on interroge les proches, on est confronté à 58% de refus. Les autres pays européens sont plutôt à 30% de refus. Donc en Suisse, il y a vraiment une grosse différence et on s'est posé la question de savoir pourquoi. Et dans la même étude, on a vu que les personnes qui n'y avaient pas réfléchi ou qui étaient plutôt contre d'emblée n'avaient simplement pas eu le temps ou n'avaient pas pris le temps d'en discuter et d'y réfléchir. Et qu'une autre grande partie aussi pensait qu'il était trop jeune ou trop vieux. Et on voit que la population manque encore beaucoup d'informations, et ce qui nous motive à faire des stands de sensibilisation, puisque c'est aussi dans nos tâches, pour pouvoir que les gens puissent se déterminer en toute connaissance de cause. Dans les volontés positives, on voit que la grande partie, c'est d'avoir de la clarté vis-à-vis de ce qui se passe après sa mort, ou de ne pas charger la famille de décider à sa place, et la bonne action, je peux aider, je veux faire quelque chose de bien. Donc on voit qu'il y a quand même pas mal de bonnes choses en fait dans les gens qui veulent donner. Malheureusement, 50% de la population qui dit être favorable au don d'organes n'ont jamais ni signé de carte, ni rempli de directives anticipées. Ah oui. La religion, vous me direz, pardon, je yoyote complètement. La religion, vous me direz, c'est quelque chose qui peut être éventuellement quelque chose de bloquant. Et il se trouve que les religions monothéistes, quand on cherche un petit peu, que ce soit les chrétiens, les juifs ou les musulmans, sont tous favorables au don d'organes. Pour autant que la personne l'ait librement consenti et qu'il n'y ait un respect du corps et qu'il n'y ait pas de trafic d'organes ou de commerce par rapport à ça. Et que les mots-clés sont vraiment le don, l'amour du prochain et puis de sauver une vie. Et j'avais rencontré une dame dans un stand de sensibilisation qui m'avait dit « Ah non, 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 moi je peux pas donner, je suis catholique. » Je lui ai dit « Non madame, en fait, c'est ballot parce que c'est justement le pape Pie XII en 1956 qui a enjoint ses fidèles à dire « Mais donnez vos cornets. » Et Jean-Paul II en 91 a dit « Mais soyez un donneur d'organes. » Au niveau de l'islam, pour autant que ces règles soient respectées, il y a un principe coranique qui dit que celui qui sauve une vie sauve toute l'humanité. Et c'est hyper important pour le fidèle qui veut après aller dans l'au-delà. Et on pense aussi au bouddhisme où on dirait, tiens, pour la réincarnation, le don d'organes, c'est pas possible. Et il se trouve que le Dalai Lama, il y a peu de temps, a aussi enjoint ses collègues de religion pour dire « donnez vos organes ». Donc on voit que c'est pas toujours les religions où instinctivement on dirait qu'elles sont contre, mais elles sont pour. Là, vous trouvez une carte du taux de donneurs par million d'habitants. Donc ces chiffres sont tout à fait comparables d'un pays à l'autre. On peut vraiment voir que sur cette carte, tous les pays en vert sont déjà au consentement présumé, donc ce qui va nous arriver bientôt. Et l'Allemagne et nous sommes en consentement encore explicite. Et on voit une grande corrélation entre le taux de donneurs et le mode de consentement. Le consentement présumé, comme ont dit mes collègues, on l'attend impatiemment, on espère en 2027, et c'est comme disait M. Brand, corrélé à la création d'un registre sécurisé. Et ce registre sécurisé, dans l'idée, pour être sûr de l'identité des gens qui vont pouvoir s'inscrire sur ce registre, il est corrélé à l'EID. Donc, en tant que personnel de don, on est très impatient de savoir ce que va donner la votation de dimanche, si on pouvait faire de l'avance.
Mais ce qu'on entend aussi, c'est que s'il y a un consentement présumé, ce sera un don automatique, ce qui ne sera pas le cas. Que si la famille, malgré une carte de donneur qui est en faveur du don, la famille refuse catégoriquement, il n'y aura pas de don non plus, et il n'y aura pas de prélèvement s'il n'y a pas de famille. Parce qu'on ne peut pas valider le fait que la personne s'était peut-être exprimée contre un don de manière orale. Ensuite, le patient va être anonymisé, son dossier va être anonymisé, il y a une création d'un deuxième dossier, ce qui va permettre aussi de garantir l'anonymat qui est dans la loi et qui va aussi permettre de séparer les facturations. Ce patient va être annoncé à notre réseau PLDO et à Suisse Transplant. Il va recevoir un numéro qui vont nous donner une identité anonyme et inscrit dans une base de données qui s'appelle le SOAS, Swiss Organ Allocation System, où sont déjà répertoriés tous les receveurs potentiels. Et ce programme va, selon son groupe sanguin, son groupe tissulaire, des particularités comme le poids et la taille. Vous pouvez imaginer qu'on ne peut pas mettre un cœur d'un homme de 100 kg dans un petit thorax de 50 kg. Donc il y a une adéquation entre le poids et la taille. Ça dépendra aussi des priorités. Les enfants sont prioritaires sur les adultes, les groupes sanguins rares sont prioritaires sur les groupes sanguins plus fréquents, et puis du temps d'attente. Et ce programme va sortir une liste de patients receveurs potentiels qui sont en adéquation avec voilà, ça merdouille, pardon, en adéquation avec les organes proposés. Une fois que chaque organe a trouvé un receveur potentiel, le prélèvement peut être organisé. Ce prélèvement se fait comme une opération normale. Le patient donneur est amené au bloc opératoire. Les chirurgiens transplanteurs se déplacent sur Neuchâtel pour prélever les organes qu'ils ont retenus. Ils vont donner un feu vert terminal, le dernier feu vert, en voyant l'organe dans le corps du donneur pour dire « Ok, on y va ». Et ce feu vert permettra au centre de transplantation d'endormir le receveur potentiel qui a été appelé au moment où l'organe a été accepté. Et l'opération va pouvoir commencer. Le chirurgien transplanteur, lui, va prélever son organe, le refroidir dans de la glace et l'emmener dans son hôpital. Comment ? Ça dépend un petit peu de l'organe et de la distance entre l'hôpital du donneur et l'hôpital du receveur. On sait que le tissu qui est coupé du sang du donneur et qui est rembranché au sang du receveur ne doit pas dépasser ses tranches horaires. Et c'est clair que ça limite aussi la possibilité d'envoyer cet organe plus loin. Donc le cœur et les poumons sont les plus fragiles au manque de vascularisation. Le foie, le pancréas et les reins sont beaucoup plus cool à ce niveau-là. On a eu une fois à Neuchâtel une équipe de Marseille qui est venue chercher un foie. Je peux vous dire que l'accent provençal au milieu de tout suisse allemand, ça faisait vachement du bien. Voilà. Après le prélèvement, le corps est suturé, muni d'un pansement. Il est lavé pour la toilette mortuaire. Le respect du corps est en tout temps une priorité pour l'équipe de la coordination. Et à ce moment-là, les proches peuvent venir faire leurs adieux aux défunts et les rites funéraires peuvent être organisés comme pour une mort normale. À la fin du prélèvement, l'équipe de prélèvement va lancer un petit coup de fil à la famille si elle l'avait souhaité pour dire comment ça s'est passé, quels organes ont pu être prélevés. Et quelques semaines plus tard, ils vont recevoir aussi, toujours s'ils l'ont souhaité, une lettre de remerciement avec quelques nouvelles brèves des receveurs. Cette équipe de prélèvement peut en tout temps être appelée par les familles pour avoir des nouvelles des receveurs. Et moi, je connais une famille qui me demande régulièrement, ça fait 20 ans qu'ils ont donné les organes de leur maman. Et à chaque fois, je contacte Suisse Transplant et j'ai les nouvelles des receveurs. Et à part le receveur cardiaque, ils vont tous bien. En effet, la survie après une transplantation est de plus en plus longue. On voit que les pourcentages, à mesure que le temps passe, on a de plus en plus de recul et on a des survies qui dépassent 25, 30 ans. Je connais personnellement des gens qui sont dans ce cas-là et qui vont bien.
et c'est un plaisir de les voir aller bien. On les enjoint aussi à envoyer des lettres de remerciement à la famille du donneur. C'est tout à fait c'est anonyme, ça passe par la coordination de prélèvement et puis c'est envoyé à la famille du donneur si ces derniers l'ont souhaité. En général, ces familles sont vraiment reconnaissantes de recevoir cette lettre. Voilà, je passe la parole à ma collègue Marie-Ève Brunner. Bonjour à tous, je m'appelle Marie-Ève Brunner, je suis médecin cadre aux soins intensifs de l'hôpital de Pourtalès et je suis aussi co-référente du don d'organes pour le RHNE avec le docteur Descoster qui nous accompagne dans la salle. Moi aujourd'hui, mon rôle c'est de vous montrer qu'on peut faire la différence pour le don d'organes et que vous pouvez faire la différence pour le don d'organes. Et je vais vous le prouver par quelques chiffres. 637, on l'a déjà entendu, c'est le nombre de patients qui ont été transplantés l'année passée. 637, ça fait beaucoup, mais à la fin de l'année passée, il restait encore 1283 personnes sur liste d'attente. Et elle vous l'a dit, Émilie, l'attente en liste d'attente, malheureusement, ça tue. C'est trop long, on n'a pas assez d'organes. Et ce qu'il se passe, l'année passée, 75 personnes sont décédées. 75 personnes sont décédées en liste d'attente en attendant un organe qui n'est jamais arrivé. 75 personnes, c'est 20% de plus qu'en 2023 et c'est 1 à 2 personnes qui décèdent en Suisse chaque semaine. Chaque semaine, 1 à 2 personnes qui décèdent chaque semaine. Ah, ça avance aussi trop vite. Voilà. Le RHNE peut faire la différence avec 3 à 5 patients par année. En effet, au RHNE, aux soins intensifs, arrivent en état de mort cérébrale, éligibles pour un don, 3 à 5 patients qui seront donc éligibles pour un don. Ça représente malheureusement 1 à 2 donneurs potentiels pour le RHNE. Pourquoi, vous allez me demander ? Parce qu'il arrive que les patients refusent de leur vivant le don d'organes, ce qui est tout à fait OK. C'est extrêmement rare. La situation est plutôt celle que vous a décrite Émilie. C'est plutôt le fait que les patients ne se sont pas positionnés de leur vivant et que la famille, ne sachant pas quoi faire, ne voulant pas mal faire, va refuser le don. Il existe des cas où les organes sont de mauvaise qualité et ne sont donc pas transplantables. Et puis, il existe bien évidemment des contre-indications dont vous a parlé Émilie tout à l'heure. Il y a des gens qui ont des cancers ou des infections qui ne permettent pas le don. Et puis, dans certains cas, plus rares, on peut avoir des morts violentes ou des morts peu claires qui font que la justice va mettre son grain de sel et puis que le corps n'est pas disponible pour le don d'organes. Ce qui est sûr, c'est que nous, sur le terrain, ce qu'on observe, c'est que le faible taux d'acceptation du don par les proches, en l'absence de décision claire du proche initialement, est extrêmement compliqué pour nous. Un don possible sur 2 est refusé. Donc, un don possible sur 2 est refusé car les gens ne se sont pas positionnés de leur vivant. Donc, mon message aujourd'hui, et ce sera le message le plus important de ma conférence, de ce que je vais vous dire, c'est que aujourd'hui, vous venez, vous vous informez, il faut vous forger une opinion et il faut transmettre votre opinion sur le don d'organes, qu'il soit favorable ou défavorable au don d'organes. Il n'y aura pas de jugement, mais vos proches doivent savoir ce que vous pensez du don d'organes et vous devez savoir ce que vos proches pensent du don d'organes. C'est impératif, vraiment. Ceci étant dit, la Suisse manque de dons d'organes, manque de donneurs. Oups. En Suisse, il faudrait 3 fois plus d'organes que ce que nous avons maintenant. La question maintenant, c'est comment faire pour obtenir plus d'organes ? Et la réponse que j'ai à vous donner, c'est qu'on a une partie de réponse à cette question et elle est plutôt positive. Émilie vous a parlé de donneurs vivants, dont on ne va pas parler aujourd'hui au RHNE, car il n'y a pas de donneurs vivants dans les hôpitaux autres que les hôpitaux universitaires. Elle vous a parlé du donneur en mort cérébrale ou du donneur à cœur battant. C'est le type de donneur que nous faisons au RHNE, aux soins intensifs du RHNE. Et puis, moi, aujourd'hui, j'aimerais vous parler du donneur en mort cérébrale après un arrêt cardio-respiratoire. Le donneur à cœur arrêté. Pourquoi je veux vous parler de ce patient ? C'est que pour nous, il fait partie de la solution pour augmenter le nombre d'organes à disposition pour les patients dont nous avons besoin. Si vous regardez sur cette slide, les lignes jaunes sont le nombre de donneurs
par année dans le réseau du PLDO, donc dans notre réseau, le nombre de donneurs à cœur battant, le type de donneur que nous faisons actuellement à Neuchâtel. Si vous regardez, il y en a beaucoup, c'est très très bien, mais ça reste relativement stable sur ces 5 dernières années. Si vous regardez les lignes bleu foncé, il s'agit des donneurs à cœur arrêtés, ce nouveau type de donneur dont je veux vous parler aujourd'hui. Et vous voyez que ce type de donneur ne fait qu'augmenter sur le temps et que les 2 dernières années, il a carrément dépassé le nombre de donneurs d'organes à cœur battant. Il est donc très, très intéressant pour nous. Qui sont ces donneurs à cœur arrêtés? Ce sont des donneurs, ce sont des patients qui arrivent aux soins intensifs avec une pathologie extrêmement grave. Ce sont des patients pour lesquels nous allons tout mettre en œuvre, mais que malheureusement nous ne serons pas capables de sauver. C'est des patients qui vont décéder et c'est des patients que l'on va accompagner vers le décès avec leur famille. Ce sont des patients à qui on va proposer un retrait thérapeutique, c'est le terme médical utilisé. C'est des patients auxquels nous allons retirer les médicaments, qui les retiennent, qui les maintiennent en vie, et chez qui nous allons mettre des médicaments à visée palliative. Nous allons rendre ces patients confortables pour qu'ils puissent faire sereinement leur dernier chemin, leur dernier bout de vie. Actuellement, il y a des patients qui sont dans cette situation et qui auraient souhaité leur donner leurs organes. C'est pas possible encore à RHNE, mais c'est possible au HUZ, c'est possible au CHUV, c'est possible à Sion maintenant. Et puis, s'il y a cette possibilité, et si la famille a exprimé la volonté et son accord pour le patient, c'est quelque chose de possible. Qu'est-ce qu'il va se passer? Les organes vont être évalués, on va évaluer l'absence de contre-indication à ce don d'organes, et puis on va prendre contact avec Suisse Transplant. Suisse Transplant va allouer les organes aux possibles receveurs. Et puis le lendemain, nous allons procéder au retrait thérapeutique. Le retrait thérapeutique, comment va-t-il se passer? Il va se passer exactement de la manière que le patient donne ses organes à la fin du retrait, qu'il ne donne pas ses organes. C'est extrêmement important. Qu'est-ce qui va se passer? Le patient va recevoir des médicaments contre la douleur, des médicaments sédatifs pour qu'il soit confortable. Ça va être le seul but de toute cette manœuvre. Le patient doit être confortable et serein jusqu'à son décès. Désolée, ça va plus vite que moi. Voilà. On va, une fois que le patient est confortable, enlever les médicaments qui soutiennent et tous les systèmes qui soutiennent l'aide respiratoire. On va enlever l'oxygène à ces patients, on va enlever l'intubation, le tube orotrachéal va être enlevé à ces patients. On va également enlever les médicaments qui soutiennent la pression artérielle. Durant tout ce temps, les patients seront bien sûr accompagnés de toute l'équipe médicale. Je suis désolée. Voilà, de toute l'équipe médico-soignante, mais également de leurs proches s'ils le souhaitent. Quant à la tension, quand nous allons enlever les médicaments qui soutiennent la pression artérielle, et bien évidemment, la pression artérielle va diminuer jusqu'à ce que le cœur s'arrête. Et on va assister à un arrêt cardio-circulatoire et le patient va décéder. Dans le cas du retrait thérapeutique avec don d'organes, nous allons faire strictement la même chose. Le patient va être rendu confortable avec des médicaments contre les douleurs. Il va être calme et confortable. Je suis désolée. Et puis, nous allons également enlever l'aide respiratoire, enlever le tube, extuber le patient. Et il va aussi bénéficier de l'arrêt de ces médicaments qui soutiennent la tension. Il sera également accompagné de ses proches si ces derniers le souhaitent. Et puis la seule différence, et celle-là la seule, quand il y aura un don d'organe, c'est que quand la tension va baisser, à un certain moment, elle va baisser au-dessous d'un certain seuil. Et on va entrer à ce moment-là dans une fenêtre de temps qui a le droit de durer maximum 110 minutes. Si le décès intervient dans ces 110 minutes, le don pourra se faire. Si le décès intervient au-delà de ces 110 minutes, le don ne pourra pas se faire. Pourquoi? Il faut bien que vous compreniez que la pression artérielle perfuse les organes et que si elle reste trop longtemps trop basse, les organes deviendraient de mauvaise qualité et il se serait du coup plus éthique de les transplanter. Si le don peut se faire, on va faire, comme vous a expliqué Marie-Pierre, un test de mort encéphalique, puis
le corps du défunt va être transporté au bloc opératoire afin de prélever les organes. Le corps sera ensuite, bien évidemment, rendu à la famille. C'est ce qui se passe maintenant dans les autres centres de prélèvement, au HUG, au CHUV, à Sion. Et puis vous pouvez voir sur les petites barres vertes claires, c'est le don d'organes à cœur arrêté, celui dont je vous parle, qui a clairement pris le pas sur le don d'organes à cœur battant. C'est clairement un type de don qui est très très intéressant et que nous pensons mettre en place au RHNE quand cela sera possible. Il y a un intérêt majeur à ce don à cœur arrêté parce qu'il permet d'augmenter le nombre d'organes à disposition des patients qui en ont besoin. Il permet d'augmenter le nombre d'organes, mais et tout ça en gardant la même fonctionnalité et la qualité des organes vu que nous avons cette fenêtre de temps de 110 minutes. Ça permet aussi aux personnes qui veulent donner leurs organes mais qui ne rentrent pas dans cette fenêtre stricte du don d'organes à cœur battant, de pouvoir donner leurs organes et de pouvoir du coup respecter leur volonté. Et puis bien évidemment, ce sont des pratiques qui sont extrêmement validées. Ça fait plusieurs années que les hôpitaux universitaires pratiquent ce genre de pratiques. C'est sous le joug de la loi de la transplantation comme le don d'organes à cœur battant. Ça spoil un petit peu. Mais je voulais dire que ça, c'était la première opportunité que nous avions pour augmenter le don d'organes. Et puis, j'ai une deuxième bonne nouvelle. Et puis, c'est que finalement, on n'est presque jamais trop vieux pour donner ses organes. Vous voyez ici sur la droite, les gens à partir de 45 ans commencent à donner, principalement, mais jusqu'à plus de 75 ans. Et puis, la deuxième extrêmement bonne nouvelle, c'est que, par exemple, pour le foie, par exemple, pour les reins, il n'y a aucune limite d'âge pour donner ces deux organes, ces trois organes avec deux reins, finalement. Et puis, je vous ai mis dans cette liste, il y a le cœur, il y a le foie, il y a les poumons, mais j'ai mis aussi la cornée. Pourquoi ? Parce que la cornée, les cornées, on peut les donner jusqu'à 89 ans. Et la cornée, c'est un don de tissu. Et on a un peu tendance à parler, quand on fait ces conférences, que de dons d'organes et pas vraiment de dons de tissu. Parce que, si vous me passez l'expression, c'est un petit peu moins sexy. Je suis pas vraiment d'accord. Parce que finalement, on peut donner des os, on peut donner des valves cardiaques et on peut donner ces cornées. Et ces cornées, elles sont extrêmement importantes. Pourquoi ? Parce qu'elles permettent aux gens de recouvrer la vue. Et puis, nous, on est très très fiers parce que au RHNE, on a en place, depuis mai 2022, un programme de don de cornée qui fonctionne très très bien et qui permet que tous les patients décédés au RHNE puissent donner leur cornée, bien sûr si telle était leur volonté. Il ne faut bien sûr pas avoir de contre-indication et le prélèvement peut se faire jusqu'à 24 heures post-mortem. Ça permet à des patients, à 100 patients qui sont en liste actuellement en Suisse, de recouvrer la vue. On a une attente d'environ 6 mois. Et puis voilà, il y a eu beaucoup d'informations ce soir. S'il y a 3-4 messages que nous aimerions que vous reteniez, c'est qu'il n'y a aucun âge, il n'y a pas d'âge pour donner ses organes. Le consentement présumé, ce sera pas avant 2027. Entre-temps, il faut avoir dit ce que vous vouliez. La transplantation, le don, c'est encadré par une loi stricte et c'est toujours le respect de la volonté du défunt qui va prévaloir. Et puis mon dernier message que je vous ai déjà donné, c'est forgez-vous votre opinion, sachez ce que vous voulez pour vous et pour vos proches. Vous devez savoir ce qu'ils veulent. Et puis je vous remercie de votre attention. Je profite de ce moment-là, de ce petit moment, pour remercier Marie-Pierre et Émilie qui font un travail fantastique. Elles ont... vraiment, on a énormément de chance de les avoir. Et pour le réseau hospitalier, mais également pour tout le canton où elles font de la formation, des stands. Elles sont sur tous les fronts. Donc on a beaucoup de chance de les avoir. Je sais que vous êtes impatients d'écouter le témoignage de Véronica. Et on se proposait de prendre 5 minutes pour discuter, pour entendre vos questions, si vous en avez, avant de passer au témoignage de Véronica. Bon, tout d'abord, merci. Et j'avais une petite question. Est-ce que vous pensez que le consentement présumé à partir de 2027, il va totalement
pallier le manque de donneurs d'organes? Est-ce que c'est quelque chose que vous anticipez ou pas forcément? Je vais laisser la spécialiste répondre, mais non. Non. Alors oui, bien sûr, on l'espère depuis longtemps de nos vœux. On a participé aussi à récolter les signatures, donc on a vraiment envie que ça fasse un gros effet. Après, je pense que ça prendra un peu de temps. Et puis, c'est vrai qu'au niveau de l'opinion publique, c'est toujours un petit peu compliqué de faire changer les choses. Ce qui m'intéresse vraiment, c'est que pour passer au consentement présumé, la Confédération va devoir faire une large campagne d'information. Et je pense que déjà ça fera du bien aux dons d'organes. D'autres questions? Profitez. Non, mais ça va, je crois que... J'ai une question parce que vous aviez dit qu'il n'y avait pas de question d'âge pour les dons d'organes. Mais sur votre feuille, là, c'était marqué 70 ans ou 50 ans même. Alors, il y a quand même une... Oui. Vous voyez, il faut créer à 70 ans, 50 ans pour les intestins, 70 ans pour le cœur. Tout à fait. Il y a certains organes, typiquement pour l'intestin, que vous n'allez pas pouvoir donner au-delà des 50 ans. Par contre, une personne de 90 ans va pouvoir donner ses organes, et elle pourra donner à ce moment-là, en effet, que ses 2 reins et son foie s'ils sont en bon état. Mm-hmm. De manière générale, vous allez pouvoir donner, les gens peuvent donner leurs organes jusqu'à sans limite d'âge pour les reins et pour le foie. Oui, sauf les intestins et le cœur. Oui. Et le pancréas. Oui, tout à fait. C'est les principaux quand même. Ah, si vous regardez là, on va retrouver chez toi. Je ne sais pas où elle est, mais c'est typiquement pour les reins que les gens attendent énormément de temps. C'est là qu'il y a un gros délai. Ouais. Typiquement, le poumon qui a l'air comme ça très très important, mais c'est souvent plus court. C'est où? Elle est beaucoup plus haute. Et voilà. Alors, on a une autre question. Oui, j'aimerais juste demander, quand vous faites, quand le mort est là, vous prélevez un organe ou plusieurs? Oui, alors c'est une bonne question. Ça va, je réponds moi. Ça va dépendre de quel organe a été alloué, finalement. Ça va dépendre de quel organe a été trouvé pour quel receveur. Oui, mais il y a tellement d'attentes. Alors, c'est ça. Si c'était si simple, oui, mais comme elle dit Amélie. C'est ça, il y a énormément de choses qui doivent matcher l'une envers l'autre. Et ça nous est arrivé, il n'y a pas très très longtemps, d'avoir un donneur qui nous semblait parfait et aucun receveur. Et j'ai encore une petite question. Dans votre graphique, pas celui-là, je crois que c'était quand il y avait la réussite des transplantations. Par exemple, après 4 ans, je me suis un peu fixée sur les poumons. Oui. 70%, après 8 ans, 58%. Est-ce que c'est à fur et à mesure que les années passent, voilà, c'est ça. On a moins de chances de survivre, c'est ça? Ou bien? Je répondrai. Alors le poumon, malheureusement, c'est le seul organe qui est en contact avec l'extérieur. Et il a plus de risques de s'infecter, vu que les receveurs sont soumis à une immunosuppression. Donc on baisse leur défense au maximum pour qu'ils puissent accepter cet organe, qui est un corps étranger au départ. Donc si vous avez déjà moins de défense, une grippe, un Covid, n'importe quoi, ça peut malheureusement, ça peut être fatal à ces patients. Et puis, c'est le seul organe justement qui est en contact avec l'extérieur. Un foie, des reins n'ont pas la même sensibilité aux infections qui courent. Ok, merci.
Moi, j'ai une question. Qui, aux soins intensifs, peut décider quelle personne pourrait être, disons, donneuse ou pas? Parce que, ben voilà, j'ai eu le cas. J'avais personne qui était intubée et le soir, on m'a juste demandé est-ce que tu es d'accord qu'on débranche? Mais jamais on m'a demandé est-ce que tu es d'accord qu'on prenne des organes? Alors, c'est deux choses différentes. Comme j'ai expliqué tout à l'heure, il y a des situations qui sont où le patient ne va pas survivre, où nous ne sommes pas capables de le sauver. Et puis, ces patients-là, ils vont bénéficier d'un retrait thérapeutique. On n'aime pas tellement le terme débranché, mais c'est vrai, on va arrêter les prises en charge invasives, et puis on va rendre le patient confortable, on va faire des soins palliatifs. Et puis, au RHNE, actuellement, on ne peut pas faire encore de don d'organes à cœur arrêté, c'est pas encore. Donc, ce type de patient qui va aller en retrait thérapeutique ne peut pas donner ses organes actuellement. Par contre, un donneur à cœur battant, c'est-à-dire un patient dont on voit qu'il se dirige, parce qu'on a un peu l'expérience, vers une mort encéphalique, et bien à ce moment-là, au moment où il sera en mort encéphalique, au moment où le certificat de décès sera, au moment où le décès sera prononcé, on pourra aller rediscuter avec la famille et dire, ben voilà, il entre dans ce cas de figure. Est-ce qu'il aurait été disposé à donner ses organes? Mais c'est actuellement, c'est le seul don d'organes qu'on peut faire ici au RHNE. Peut-être une dernière question. C'est ma collègue qui vient. Merci. Et qui en passera après au témoignage. J'aurais une question un petit peu différente. On a vu sur vos tableaux qu'on peut donner des organes, le cœur, le foie, les reins, jusqu'à un certain âge. La question serait peut-être la suivante. Jusqu'à quel âge pouvez-vous transplanter des organes à des personnes, par exemple, de mon âge? Est-ce que c'est envisageable? C'est un peu égoïste comme question, mais je me dis peut-être qu'avec l'âge, j'aurai peut-être besoin d'un rein je ne sais pas. Ça dépend en fait, la question, c'est jusqu'à quel âge on peut être transplanté d'un organe. Ouais. Alors ça, il y a des règles très strictes aussi. Il y a des âges. Je ne connais pas par cœur. Je ne sais pas si on a une slide là-dessus, mais il me semble que c'est 70 ans pour le poumon. On va pas transplanter, malheureusement, le nombre d'organes étant ce qu'il est, on va pas transplanter quelqu'un de 85 ans. Des petits vieux, faut le dire. J'ai rien dit, mais c'est vrai que voilà, comme disait Marie-Père au départ, par exemple, les enfants ont la priorité, typiquement. D'accord. On fera avec. Merci. Oui. Après, c'est vrai que comme il y a de plus en plus de donneurs plus âgés, c'est aussi indiqué de les transplanter chez des receveurs plus âgés. Donc il y a des situations, alors c'est clair qu'une personne avec 14 comorbidités, qui est malade de partout et qui a besoin d'un rein, sera peut-être plus réticent à lui offrir un rein que quelqu'un de 80 ans qui va super bien, mettons. Je dis 80, je pourrais dire n'importe quoi. Okay. Je sais pas, on peut peut-être discuter. Merci pour vos questions. On passe à la partie témoignage. On a la chance ce soir d'accueillir une personne qui est directement impactée par le don d'organes. Et puis on a le grand plaisir de vous présenter Véronica Racine. Merci Véronica de nous présenter le don de l'autre côté du receveur. Alors bonsoir, moi je m'appelle Véronica et puis effectivement je représente l'autre côté de cette magnifique chaîne qui s'est enclenchée là. Et puis je vais essayer de vous partager un petit peu mon expérience aussi pour que vous compreniez ce qui se passe un peu de l'autre côté du miroir, de l'autre côté de la blouse blanche. Moi en fait ça a commencé, je suis transplantée rénale et j'ai eu la chance de recevoir dans ma vie 2 transplantations. Mais avant ça, il y a eu un grand chemin
qui n'était pas facile et qui a commencé quand j'avais 20 ans. Quand j'avais 20 ans, évidemment, je pensais pas du tout aux dons d'organes. J'étais en études, je faisais de la musique, j'étais déjà semi-professionnelle, musicienne semi-professionnelle. Et puis je vivais ma vie, je vivais plein de choses d'une jeune fille de 20 ans qui pouvaient se passer. Puis tout à coup, je me suis dit, tiens, je me sens pas très bien. J'avais un peu une grippette comme ça, j'étais fatiguée. Et, je me suis dit, bon, il y a les examens de fin d'année qui approchent, ça doit être ça. Et puis après 3 semaines, j'ai quand même appelé le médecin. Et c'est là où, après une prise de sang, on a pris ma pression. Et ma pression était à 220 sur 180, ce qui n'était pas tellement réjouissant. Et puis là, c'est entamé petit à petit, je dirais, le début de mon parcours médical. Parce que après la prise de sang, on a remarqué que j'avais mes reins ne fonctionnaient plus du tout. Et c'était très choquant. J'étais dans le cabinet de mon médecin de famille qui m'a dit Véronica, assieds-toi, couche-toi même parce que t'as pas l'air bien. Et moi en fait, j'avais pas tellement d'idées de ce qui pouvait se passer. Il m'a dit écoute, il se passe quelque chose de grave avec tes reins, ils ne fonctionnent plus. Je vais appeler maintenant sur le champ un néphrologue. Et je dis ah bon, un néphrologue, qu'est-ce que c'est qui est à l'hôpital de Vienne, parce que moi je viens du Jura bernois. Et je vais l'appeler et il va aller, il va t'attendre. Donc tu prends depuis ce cabinet, tu ne passes pas par chez toi, tu prends tes affaires et tu vas à l'hôpital de Bienne aux urgences, ils t'attendent. Il faut faire une dialyse. Et j'ai dit alors une dialyse, je connais bien le terme, mais je ne sais pas du tout ce que c'est. Et c'est là où, avec ma maman, et puis après, évidemment, on allait chercher mon papa qui était le seul qui était apte à conduire à ce moment-là. Je me suis retrouvée aux urgences à Bienne, où j'ai dit, voilà, je suis Véronica, je viens, vous m'attendez. Elle me dit oui. Non, j'ai dit, je viens pour Madame Racine. Oui, où est-elle? J'ai dit, c'est moi. Et elle a regardé le dossier comme ça, elle a dit, mais faut vous coucher, ça va pas du tout. Je dis, non, moi je vais bien, tout va bien. J'ai appris plus tard que j'avais laissé traîner un petit peu trop longtemps et que mes reins ne fonctionnaient vraiment plus et que j'avais des valeurs de quelqu'un qui était très très malade, voire quasiment comateuse. Donc déjà là, il y a quelque chose un petit peu spécial qui s'est passé. Et il a fallu faire des dialyses, il a fallu faire une biopsie en urgence. Et à partir de ce moment-là, je ne vais pas vous cacher, tout ce qui a pu aller mal est allé mal. Dans le sens où il y a des statistiques qui vont dans le bon sens, et puis il y a d'autres statistiques qui vont dans le mauvais sens. Et c'est là où, effectivement, être entouré d'une équipe médicale qui vous explique ce qui est en train de se passer, qui vous explique, qui vous prend en charge, et qui est aussi dans l'empathie, c'est très important parce que, évidemment, avec mes parents, on n'avait absolument aucune idée de ce qui se passait. On entendait des termes médicaux comme justement dialyse, biopsie, transplantation, liste d'attente, et on comprenait rien du tout. On n'avait aucune information, on n'était pas du tout informés, et on savait pas. Et c'était vraiment très très choquant, non seulement pour moi, mais aussi pour mes parents, parce que, comme je vous disais, on n'avait pas d'informations. La chose la plus difficile aussi pour mes parents, pour les proches, c'était que la biopsie que j'ai reçue s'est mal passée. J'ai fait une grande hémorragie interne et j'ai été à moitié inconsciente. Donc après, je pouvais plus leur dire exactement ce que je voulais. À moitié, un petit peu, oui, on a pu me poser des questions, mais j'étais pas forcément apte à tout bien comprendre. Et pendant ce moment un petit peu où on dit, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on fait? Il y a ce moment de je ne sais pas du tout de quoi on parle. Et c'est pour ça que la soirée de ce soir, elle est hyper importante, parce que si on avait eu d'autres informations, évidemment qu'on aurait pris les mêmes décisions, certainement, mais on aurait été moins choqués. On aurait été moins dans la panique totale, on aurait eu plus de calme, non seulement entre nous, et puis en plus pour communiquer avec le reste de la famille. Et c'est là où c'est ce genre de soirée, ce genre de moment, de partage, c'est important. Et puis, pour revenir à l'histoire, évidemment, j'ai fait une hémorragie interne. Et après est venu le moment du dilemme, puisqu'il y avait le fait de faire une dialyse, risquer
pendant cette dialyse que je ressaigne, parce que pendant qu'on fait une dialyse, on ne peut pas mettre de médicaments anticoagulants, ou ne pas faire de dialyse. Et puis j'étais déjà tellement malade qu'il fallait absolument une dialyse, donc c'était soit risquer de saigner ou risquer de s'intoxiquer. Et puis mon papa est venu me poser la question, dire écoute, qu'est-ce que tu décides de faire? Nous, on est de ton côté, on est ta famille, mais c'est ton corps, c'est toi qui décides. Et puis moi, de là où j'étais, j'ai dit écoute, on va lutter, on fait, si il doit se passer quelque chose de grave, on va le faire en combattant, en faisant quelque chose. Donc on fait la dialyse et on prend le risque que ça ressaigne. Et là, j'ai fait 4 heures de dialyse. Une dialyse, ça dure 4 heures, sur le dos, sur un énorme hématome interne, sans contre-douleur, avec une infirmière absolument merveilleuse qui m'a tenu la main pendant 4 heures, parce que je souffrais vraiment beaucoup, beaucoup, et qui m'a fait un compte à rebours, j'ai envie de dire, merveilleux, qui me disait « C'est très bien, Véronica, vous vous en sortez très bien, tout va bien. Encore 3h30. C'est très bien, encore 3h20. Courage, courage. » Et puis, jusqu'au moment où, effectivement, j'ai pu recevoir ma dialyse. Rien n'a saigné, tout a tenu. Et puis après, j'ai reçu ma première dose de morphine. Ça, je vous le dis à vous, mais c'est super. Et on voit plein de choses merveilleuses. C'est de la drogue subventionnée. Mais là, j'ai pu avoir ce premier moment de répit où j'ai pu avoir ma dialyse. On a fait un scanner et c'est là où on a pu avoir un petit peu plus de calme. Et puis j'ai été transférée à l'hôpital de Lille à Berne où on a pu m'expliquer ce qui se passait en me disant voilà, à ton âge, il se passe beaucoup de choses, les reins ne fonctionnent vraiment plus. La seule solution de traitement qui existe maintenant, c'est une transplantation. Et il faut se mettre sur une liste d'attente. Ce qui a été fait pendant 3 ans, j'ai eu la première attente d'un rein. J'avais une dialyse à la maison avec beaucoup de contraintes. C'est des contraintes, évidemment, on est très fatigué, mais c'est des contraintes hydriques, c'est-à-dire que j'osais pas boire plus que 1 litre sur 24 heures, repas compris. Donc quand on prend un fruit, par exemple, ça compte déjà comme un déci. Donc c'est vraiment pas beaucoup. Beaucoup de fatigue, des contraintes aussi avec les dialyses à la maison, où on a beaucoup de médicaments et de stockage, parce que je faisais des dialyses avec des changements, ça s'appelle la dialyse péritonéale, et puis on me mettait un liquide dans le ventre, dans le péritoine, et ce liquide-là, à travers le péritoine, qui est l'enveloppe qui entoure les organes, qui va filtrer, et puis avec un phénomène d'osmose, ça va filtrer, ça va attirer toute la saleté, et puis toutes les 4 à 5 heures, on doit vider ce liquide, le changer dans un milieu stérile. Donc on a un tuyau qui est là en permanence, donc il y a beaucoup de risques d'infection. On a toutes les poches de liquide, donc ça fait 5 poches par jour sur 30 jours, qui sont stockées à la maison, donc ça prend une pièce, plus les gants, plus les masques, plus plein de choses, les désinfectants, les médicaments. Donc ça prend une pièce quasiment de la maison pour stocker tout ça. Évidemment, il faut des gens qui sont là pour aider à porter les cartons, pour gérer les stocks, pour gérer aussi l'aide si on est trop malade pour faire le changement soi-même. Et c'est très contraignant. On est à la maison tout le temps, toutes les 4 à 5 heures, on doit faire ce changement. C'est pas très agréable, on a du liquide dans le ventre tout le temps. C'est pas du tout agréable. Et un jour, tout à coup, il y a un appel qui vous dit on a un rein pour vous. Et c'est fantastique, et tout se passe comme ça a été expliqué en détail. Et on est appelé, et c'est ce qui s'est passé. La première transplantation a eu lieu, sauf que pour moi, cet organe-là, même s'il m'a sauvé la vie, il m'a donné du temps, il est resté avec moi pendant 1 année. Il n'était pas pour moi. Il n'était pas complètement... On ne s'est pas adopté, si vous voulez. Et puis, après 1 année, il a fallu, à cause d'un rejet, le retirer. Et puis là, c'est le drame. Parce que pendant 1 année, on avait de nouveau beaucoup de liberté, beaucoup moins de contraintes
que ce soit au niveau de la nourriture, au niveau de l'eau aussi, le fait de boire, ça c'était important. Et puis là, tout à coup, il faut tout recommencer. Et on s'est reparti. Et on refait des dialyses. Et la deuxième fois, moi, j'ai choisi de faire des dialyses à l'hôpital. J'ai dit non, moi, je fais plus le travail d'une infirmière à la maison. Maintenant, je vais à l'hôpital et on s'occupe de moi et je me mets au service et je me mets dans un lit et on s'occupe de moi. Et j'ai eu là aussi pendant 2 ans des dialyses, des hémodialyses dans une salle de dialyse tous les 2 jours pendant 4 heures à l'hôpital. Et ces dialyses-là, même si c'est pas tous les jours, c'est aussi lourd parce que justement c'est des déplacements, on est très fatigué. Ça dure 4 heures et c'est parfois 4 heures où tout se passe bien et parfois 4 heures où il y a un peu des chutes de pression. Il peut y arriver certaines fois des douleurs, il peut arriver beaucoup de choses. Et puis après, on a 1 jour et demi pour se remettre. Là aussi avec beaucoup de contraintes au niveau de la nourriture, de nouveau au niveau de la restriction hydrique. Et du coup, on est de nouveau enchaîné un petit peu à déjà notre téléphone, au bip, en attendant ce fameux coup de téléphone qu'on espère tellement arriver. On a le sac qui est tout prêt pour au cas où ça vient. Et on doit être à 1 heure, dans un rayon d'1 heure de déplacement de l'hôpital. Donc il n'y a pas de vacances, peut-être au locle, mais pas beaucoup plus loin. Mais et là, on vit un petit peu comme on peut, on survit. J'ai eu la chance, moi, pendant tout ce temps-là, d'avoir une famille extraordinaire, d'avoir une équipe soignante extraordinaire. Moi, je chantais beaucoup. Et puis, j'ai eu la chance aussi que mon équipe soignante me permette de chanter quand j'ai été hospitalisée. On m'a trouvé un piano, on m'a trouvé des moyens de m'exprimer, on m'a trouvé des moyens pour que je puisse jouer du piano tous les jours quand j'étais hospitalisée. Mais c'était quand même pas pareil. Et c'était quand même pas une vie idéale, puisque j'avais 25 ans ensuite, 25, 26 ans. Tous mes amis, entre-temps, avaient fini leurs études. Je assistais à toutes les remises de diplômes, mais moi, j'étais toujours coincée à mes 20 ans. J'étais toujours enchaînée à cette machine de dialyse, à cet hôpital. Et même si il y a eu des moments très heureux aussi à l'hôpital, il y a eu des moments, des liens forts qui se créent entre les patients, avec les soignants. Il y a beaucoup on fête Noël ensemble, on fête Pâques ensemble, on fête les anniversaires. Donc c'est pas que des moments malheureux, mais évidemment, il y a la vie qui est un petit peu arrêtée, qui est sur stop et qui a besoin aussi, surtout dans la vingtaine, de s'exprimer. Et puis un jour, l'appel est arrivé, je me rappelle, c'était un dimanche, et j'ai entendu le téléphone sonner, et j'ai vu le numéro de l'hôpital, et j'ai décroché, et c'était le coordinateur des transplantations de l'hôpital de Lille qui m'appelait, et qui me disait « Madame Racine, on a un rein pour vous ». Et on est un petit peu arrêté, comme ça, on se dit « C'est pas vrai, c'est pas vrai ». Et là, il se passe un truc un peu cruel, il faut dire ce qui est. C'est qu'ils nous disent « Est-ce que vous allez bien ? Oui, oui, oui. Est-ce que vous avez de la fièvre ? Non, 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 non. Est-ce que vous avez été malade ces dernières semaines ? Non, non, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Tout va bien. » Et là, on dit « Ok, alors on vous appelle dans 1 heure pour vous confirmer si vous aurez le rein ou pas. » Et c'est la plus longue heure qui existe. Donc j'ai raccroché et pendant 1 heure, moi j'étais dans ma chambre enfermée. Je disais, je vais rien dire à mes parents. Mes parents étaient en bas dans la cuisine en sachant quel appel j'avais eu. Ils se sont dit, on va rien lui dire. Alors on était chacun dans notre coin comme ça, stressés pendant 1 heure. Et on a attendu et le téléphone a ressonné et on m'a confirmé que ce rein était pour moi. J'ai raccroché, j'ai pleuré. J'ai dit à mon papa, je suis pas prête. Il m'a dit, mais tu déconnes, j'espère. Et on est parti à l'hôpital. Et là, pour le patient donneur, vous savez maintenant ce qui se passe. Et puis pour moi, de l'autre côté, c'était l'euphorie. Et en même temps, on a une pensée. On a cette pensée pour le donneur déjà. On a cette pensée pour une famille qui est peut-être pas loin, qui traverse d'autres moments. Et c'est un moment de joie immense. Et en même temps, un moment où on sent les responsabilités, où on sent
quelque chose, c'est comme un honneur, c'est comme quelque chose un petit peu sacré quand même. Donc il y a des moments de silence, il y a des moments où on se regarde et on sourit, il y a des moments de tristesse aussi. Et puis surtout, moi, c'était la transplantation des reins, alors j'ai dû avoir encore une dialyse pour être sûr que tout aille bien. Il y a eu une radio des poumons pour être sûr que j'avais vraiment rien et que la transplantation pouvait avoir lieu, parce que jusqu'au dernier moment, elle peut être annulée. Et puis finalement, on va au bloc, et puis on dit au revoir à toute sa famille, et on dit au revoir en disant à tout à l'heure, en n'étant pas forcément complètement sûr que c'est à tout à l'heure. Et c'est des moments d'une intensité énorme, et c'est des moments où on se rassemble aussi, où avec mes parents, on a évidemment une pensée pour le donneur. C'était évident, c'était obligé. Il y avait aussi d'autres amis qui étaient venus entre-temps. Il y avait le médecin chef qui s'était déplacé pour aussi me faire un petit coucou. Et quand je suis partie au bloc, eh ben on se laisse aller et on remercie. Juste, on remercie ce qui est en train d'arriver. Et quand je me suis réveillée, contrairement à la première transplantation où je me suis réveillée, où je me sentais... La sensation est bizarre, il faut quand même le dire. C'est magnifique ce qui est en train de se produire, mais c'est quand même l'organe de quelqu'un d'autre qui est à l'intérieur de soi. Ça pose énormément de questions, ça amène énormément justement des questions qu'on n'est pas censé se poser dans la vingtaine sur la vie, la mort, la culpabilité, l'existence de l'après, de l'avant. Enfin, c'est beaucoup de choses. Et tout ce qui est là, dans ces moments-là, ça se concentre en gratitude pour les gens qui ont eu ce courage de prendre cette décision, qui ont eu ce courage de se dire « Ok, même si, au fond, personne n'a les réponses existentielles qu'on cherche tous, mais il y a une manière de faire pencher un petit peu la balance, qu'elle existe ou pas. Il y a une manière de contribuer à la vie de quelqu'un d'autre. Et puis déjà ça change déjà le destin et ça change déjà ce qui est en train de se passer pour pas seulement 2, 3, 4, 5 vies, mais 2 familles, 2 univers de vie. Et puis, depuis que j'ai reçu cette transplantation, je peux boire autant que je veux, je peux chanter autant que je veux, je peux aller où je veux dans le monde, presque. Et chaque jour, je remercie. À chaque anniversaire de transplantation avec ma famille, on se réunit, on allume une bougie, on est dans la gratitude et on est dans quelque chose qui est beaucoup plus fort que ce qui aurait été. Alors, sans tout ça, on est conscient de la chance d'avoir pu recevoir ce tel don. On est conscient de la chance aussi d'avoir des équipes soignantes qui font le maximum pour que tout aille bien. Même moi, même 15 ans, 16 ans plus tard, parce que moi, mon deuxième transplantation, c'était en 2009. Et je vais très bien, et tout se passe très bien. Et c'est aussi grâce à toute cette chaîne qui a été mise en place, qui a été déclenchée par une famille et une personne. Et voilà pour mon histoire. Et comme j'aime souvent le dire à la fin de mes présentations, le don d'organes, il sauve pas seulement des vies, il en crée des plus belles. Merci beaucoup. Voilà, un tout grand merci à Véronica effectivement pour son témoignage, mais également un grand merci à nos intervenantes de ce soir. Moi, je vous propose qu'on les applaudisse une nouvelle fois.